Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Guinée Actu. Le Premier ministre Mohamed Beavogui a présenté le 25 décembre dernier la feuille de route du gouvernement au président de la transition, soit près de 3 mois après sa nomination. Le colonel Mamadi Doumbouya a approuvé le plan proposé et a réitéré sa confiance à son chef de gouvernement. Le décompte est lancé 6 octobre, 16 janvier, 100 jours du gouvernement de la transition. Alors, comment Mohamed Beavogui compte-t-il s'y prendre pour obtenir l'adhésion des Guinéens et convaincre les partenaires régionaux et internationaux? Vous, citoyennes et citoyens, voulez aussi mieux comprendre dans quel état se trouvait la Guinée avant le 5 septembre, les actes posés par les autorités de la transition après le 5 septembre et les grandes priorités du gouvernement pour refonder la Guinée et améliorer le quotidien des Guinéens. Ce soir, face à des journalistes des médias nationaux, le Premier ministre-chef du gouvernement se livre à un exercice d'explication sans tabous aucun. Monsieur le Premier ministre, Mohamed Beavogui est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Sur ce plateau, pour cette grande interview, j'aurai à mes côtés Aboubacar Kondé, directeur de l'information de Joma Media, Makeme Bamba, journaliste à la radio-télévision guinéenne. Pour ce premier départ, d'autres journalistes seront avec nous et nous déroulerons cette émission à leur compagnie. Il s'agit de Talibé Bari, directeur de la radio FIM FM, Jacques Léo Aleno, directeur général de Espace TV, Tierno Suleiman Diallo, journaliste à Guinée News, et Mfali Guilavogui, directeur général adjoint de Évasion Guinée. Ils se relayeront sur ce plateau pour cette édition de Guinée Actu. Monsieur le Premier ministre, voilà 100 jours que vous êtes au Palais de la Colombe. Vous avez été vu et sollicité sur plusieurs fronts, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous avons tenté de résumer en images certaines de vos actions publiques. Nous vous invitons à suivre cette compilation commentée par Adi Kamara. Les événements du 5 septembre ont entraîné un changement à la tête du gouvernement. Le nouveau Premier ministre nommé le 6 octobre 2021, technocrate et vétéran du développement, Mohamed Beavogui incarne et imprime l'esprit du changement porté par le CNRD pour le rayonnement de la Guinée. Le champ des réformes à engager est vaste dans un temps limité. Relevant les manches, Mohamed Beavogui doit faire appliquer la charte de la transition, favoriser l'inclusion nationale et rassurer les partenaires. Dans ce élan, il ouvre ses portes aux diplomates, aux représentants d'institutions internationales, bailleurs de fonds et aux responsables d'entreprises évoluant dans le domaine économique, financier et de développement social du pays. À tous, le Premier ministre tient un discours d'ouverture, de sincérité et d'action pour la refondation de la Guinée. Au-delà de nos frontières, le Premier ministre a été plusieurs fois mandaté par le colonel Mamadi Doumbouya à traduire aux voisins et amis de la Guinée les spécificités de la réalité de la transition guinéenne. Le chef de gouvernement a ainsi conduit des missions à Accra, Bissau, Lomé et Abuja. Les entretiens avec les présidents Nana Akufo-Addo, Embalo Sisseko, Faure Gnassingbé ou encore Mohamed Bazoum du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, sans oublier le président de la commission de la CEDEAO, ont permis une meilleure compréhension de la démarche du CNRD dans la conduite apaisée de la transition dans la cohésion. Dans le déroulement de cette autre phase de sa vie politique et institutionnelle, la Guinée ne veut rien brusquer ni précipiter. Elle veut aller au rythme d'un consensus national responsable pour éviter la répétition de l'histoire. Au même moment, le gouvernement doit faire face à la demande sociale et assainir l'économie tout en luttant contre les déperditions. Autour des idéaux du CNRD, une matrice des actions prioritaires à mener
dans l'urgence a été peaufinée en équipe à Kadia et à Kindia. La feuille de route du gouvernement est présentée au président de la République. En 2022, le Premier ministre sera plus dans la mise en œuvre des actions de rectification institutionnelle, de gouvernance, d'infrastructure, d'emploi, de justice et bien d'autres encore. Le challenge à ce niveau est de créer des conditions d'émergence de la Guinée dans une démocratie stable et inclusive. Ce reportage illustre-t-il bien votre quotidien de Premier ministre? Oui, mais évidemment, certains éléments manquent. Vous comprenez bien, je suis à 7 h du matin au bureau et je ne quitte pas avant 20 h, 22 h souvent. Mais avant de continuer, je voudrais d'abord saluer votre présence et surtout remarquer la diversité du plateau que nous allons avoir. Ça, c'est ça la Guinée. C'est ce qu'on voudrait voir, cette diversité-là dans l'opinion, cette diversité aussi dans la nation, dans les réflexions. Et vous, journalistes, avez un rôle extrêmement important à jouer dans la refondation que le CNRD s'est fixé d'atteindre. Donc, je vous dis bienvenue. Votre quotidien de Premier ministre, au-delà de quitter la maison à 8 h et de venir au bureau de quitter tard, est-ce qu'il y a autre chose que le Guinéen lambda devrait savoir? Oui, le Guinéen lambda, ce qu'il devrait savoir, c'est que le 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya nous a ouvert une nouvelle page, une page blanche. J'ai eu l'honneur de devenir le Premier ministre, son premier Premier ministre. Et évidemment, la mission était claire, refonder la Guinée. Et dans cet exercice de refondation, il y a énormément de choses. Tout est prioritaire en Guinée. Je dois avouer que je pensais connaître la Guinée, je pensais peut-être découvrir de nouvelles choses que je ne connais pas, mais je ne m'attendais pas à l'ampleur des difficultés auxquelles faisait face le pays. Et par conséquent, nous nous retrouvons sur tous les fronts. D'abord au début, comme vous le savez, ma tâche a été de travailler sur la mise en place du gouvernement. Et l'approche, cette fois-ci, a été complètement différente. Vous l'avez tous remarqué. Chaque membre du gouvernement a été interviewé par le président de la République et moi-même. Et nous voulions que ce soit un gouvernement juste, équitable, représentatif de tous, compétent et surtout intègre. Cela nous a pris un certain temps, mais nous y sommes arrivés. En réalité, aujourd'hui, la demande est grande, certes, mais le gouvernement n'a que 2 mois, même si le Premier ministre en a 3. Et donc, il faut tenir compte aussi de cela. À l'arrivée du gouvernement, nous avons commencé à faire l'état des lieux. Et cet état des lieux, croyez-moi, c'est beaucoup de travail. Surtout dans un contexte tel que celui que nous vivions après. Vous connaissez tous la situation du 3e mandat. Les institutions ne fonctionnaient plus. L'administration était devenue encore plus inefficace. Et le simple fait de pouvoir obtenir les informations dont on avait besoin était le martyre pratiquement. Mohamed Beavogui, quand on parle de la primature, votre nom a souvent été cité, ce n'est pas une première fois. Aujourd'hui, vous êtes donc le Premier ministre de la République de Guinée. Comment comprenez-vous que chaque fois qu'on parle de la primature, votre nom est cité, depuis sous Lansana Conté? Bon, je crois que certainement de nombreux Guinéens ne me connaissent pas, pensent ou connaissent plus le Mohamed Beavogui dans sa carrière internationale, mais ne connaissent pas le Mohamed Beavogui en Guinée. J'ai eu la chance de piloter plusieurs programmes africains. J'ai été directeur de programmes Afrique, d'institutions de développement, et ce qui fait que naturellement le portefeuille de la Guinée était sous ma responsabilité. Je dois avouer que j'en ai profité pour voyager beaucoup dans le pays parce qu'il y avait beaucoup de projets. J'ai eu la chance vraiment de contribuer à mettre en place des classes dans les régions les plus reculées de notre pays. Les salles de classe?
des salles de classe, des forages, des adductions d'eau, des pistes, des centres de santé. Donc je le faisais simplement parce que j'accompagnais mes collègues qui faisaient ce travail, ces collègues qui étaient des Guinéens ou d'autres. Mais ça me permettait aussi de parler aux gens et de juger les projets. Parce que le rôle d'un responsable d'une institution telle que celle dans laquelle j'ai travaillé, c'est de ne pas couper le contact avec le terrain. Donc ce que je faisais en Guinée, je le faisais aussi ailleurs. Mais puisque la Guinée était mon pays, c'est vrai, il faut le reconnaître, je le faisais avec un certain cœur, si vous le permettez. Et donc ça m'a permis de m'approcher des gens, de leur parler, et donc de connaître, de partager avec la jeunesse. Donc je pense que j'étais connu quelque part. Et donc, probablement, les gens se sont dit, le nom international, plus que ce que je faisais ici, était peut-être quelque chose qu'on pouvait considérer, utiliser dans ce sens-là, tout simplement. Vous savez, on est chacun de nous le résultat du chemin par lequel on est passé. Je pense que c'est probablement à cause de ça. Maintenant que j'ai été choisi cette fois-ci, vous savez tous que la charte a donné une certaine définition de ce que devrait être le Premier ministre. J'ai eu l'honneur d'être choisi par le colonel Mamadi Doumbouya, de bénéficier de sa confiance. J'estime qu'il a jugé que je remplissais ces conditions et je l'en remercie très sincèrement. C'est avec fierté que j'ai pris cette fonction, et surtout avec honneur, parce que c'est un moment crucial pour notre pays, c'est un moment de refondation, et je suis heureux d'être dans cette équipe-là, je dirais à la tête du gouvernement, pour mener cette lutte, parce qu'il s'agit bien d'une lutte. Mais justement, 100 jours après votre prise de fonction, vous avez d'ailleurs commencé à l'évoquer, vous avez dû poser des diagnostics par rapport à la situation du pays. Étendez-vous un peu sur la question, où est-ce que vous avez trouvé la Guinée? Je vais vous dire, je n'ai même pas eu le temps de poser le diagnostic s'est imposé à moi. Je vous donne un exemple. Quand le CNRD a pris le pouvoir, le président a jugé utile et urgent de suspendre les décaissements et de mettre en place certains verrous pour éviter la déliquescence de l'économie nationale, au moins de peu de ressources qui nous restaient. La première chose que j'ai remarqué quand je suis arrivé, c'est qu'il y a eu un rush vers moi en me disant « il faut décaisser, il faut débloquer, il faut dégeler les comptes ». J'ai posé la question au Trésor, combien il y avait à payer. Et je vais vous étonner, parce qu'à la porte du Trésor, à la sortie donc, les paiements qui étaient attendus étaient d'une valeur de 3 000 milliards, ce qui correspond à 300 millions de dollars. Nous avons tiré certains de ces paiements. Ces paiements avaient été fabriqués après le 5 septembre. D'autres paiements, quand je regardais les devis, je suis ingénieur, il faut le comprendre, ils avaient la valeur du triple de ce qui est demandé en fait comme exercice. Vous savez, ça effraie. Pour quelqu'un comme moi qui ai passé ma vie dans un autre système, c'était un peu effrayant. Mais il y avait encore autre chose. Comme je vous dis, le diagnostic s'est imposé à moi. Entre le 5 septembre et fin octobre, la masse salariale de la Guinée a augmenté. Le nombre de fonctionnaires a augmenté de 4 500 à peu près, en un mois, alors qu'officiellement, on n'avait recruté personne. Ça vous donne l'ampleur. J'ai demandé un audit qui a été extrêmement difficile à faire. J'ai fait venir les responsables pour me rendre compte qu'on avait deux fichiers. Le fichier de la paye lui-même, okay, et le fichier des effectifs. Mais les deux fichiers ne se parlaient pas. Ils ne correspondaient pas. Donc, on ne sait pas qui on paye. Il n'y a pas de cohérence. Et quand j'ai demandé à ce que les deux fichiers soient fusionnés, on m'a dit qu'il fallait faire un appel d'offres pour que ça se fasse. Alors que les deux fichiers ont été créés par une institution qui est en Guinée. Donc, c'est pour vous dire que le diagnostic s'est imposé à moi. Pour le reste, vous avez vu, notre justice, elle ne fonctionnait plus. Elle recevait des ordres. Notre économie, nos ressources étaient complètement déroutées, ce qu'on appelle state capture. Je regarde, il n'y avait que des arriérés.
EDG, 5 000 milliards d'arriérés, c'est-à-dire 500 millions de dollars, le quart du budget national. Toutes les factures dues aux petites PME, aux entrepreneurs. Vous pouvez demander à tous les grands entrepreneurs ici qui sont en train de faire nos routes. 13 mois d'arriérés impayés. Nos entreprises publiques, plus de 1 000 milliards de déficit. Aujourd'hui, nous avons des sociétés qui nettoient notre ville. Ça fait 13 mois que ces sociétés ne sont pas payées. Les bus pour lesquels pleurent les étudiants, hier ils étaient dans la rue, oui. Ils pleurent. Depuis 13 mois, chers étudiants, ces bus, cette compagnie n'a pas reçu un seul sou. Nous négocions avec elle aujourd'hui pour qu'elle nous permette. Nous descendons donc la fin de 2021 avec un déficit, un trou de 4 700 milliards. Où est l'argent? Entre-temps, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire. La Guinée, en 2020, a sorti l'équivalent de plus de 3 milliards 800 millions de dollars de bauxite qui a été vendu. Qu'est-ce qui est rentré dans les caisses de l'État? À peine 200 millions de dollars. Et croyez-moi, de ces 200 millions de dollars, 100% ne sont pas allés dans les caisses du Trésor. Voilà la réalité de la Guinée. Vous avez vu les écoles? Sans banc. Notre ministre de l'Éducation, avec la participation de la RTG, était la semaine dernière encore à l'intérieur du pays, en train d'essayer de faire le diagnostic. Vous avez vu l'état de nos hôpitaux? Donc, en construction depuis quand? La route Kankam-Mandiana, parce qu'elle n'est pas payée. C'est aussi simple que ça. On accuse souvent même nos entrepreneurs, mais ils ne sont pas payés. Nous leur devons de l'argent. Nous devons de l'argent à tout le monde. Nous devons de l'argent à tout le monde. Ceux qui pourraient nous rapporter de l'argent, nos mines ne nous rapportent presque rien. Et pire que ça, la plupart des services qui sont rendus au pays, regardez bien, votre carte d'identité, votre passeport, votre plaque d'immatriculation, c'est une société. Oui. Alors, il n'y a pas de recette. On a trouvé des caisses non seulement vides, mais profondément vides parce que nous sommes endettés. Et là, je ne parle même pas de la dette normale, parce qu'il faut le reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César. La Guinée a un taux d'endettement global de 41%. Ce n'est pas beaucoup. La moyenne de la CEDEAO, c'est 70%. Ça, c'est la dette normale qu'on paye, c'est-à-dire la dette à la Banque mondiale, la dette à des grandes institutions internationales. Ça se passe correctement. Mais on crée une autre dette, parce que cette dette-là, cette dette internationale, elle est surveillée par les organismes internationaux. Quand le Fonds monétaire vient, on dit oui, ça va très bien, les chiffres sont bons. Mais on a créé une autre dette. Et en plus, cette dette-là est au détriment des Guinéens. Parce que celui qui balaie le bureau, il n'est pas payé depuis 11 mois, ou depuis 13 mois. Autrement dit, il n'y a pas d'injection de ressources dans l'économie. Aujourd'hui, vous sentez tous, tout le monde dit qu'il n'y a pas d'argent. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. En fait, nous sommes au pic maintenant, nous arrivons vers le pic. Depuis 13 mois plus, cet argent-là a disparu. Demandez à tous ceux qui ont des contrats avec l'État, ce n'est pas aujourd'hui qu'on ne les paye pas. On ne les paye pas depuis longtemps. D'ailleurs, vous savez, l'administration publique, l'année dernière, n'a pas reçu d'argent. Je crois que certains ministères ont reçu 1 milliard, pas plus pour un certain fonctionnement. Donc, voilà, en fait, la situation. Pour me résumer, de l'argent est sorti de ce pays. Où il est parti, je ne sais pas. Peut-être pour financer la politique, je suppose. Les services n'ont pas été rendus aux Guinéens. Pendant ce temps, nous sommes passés, je ne sais pas, de 5e ou 6e producteur de la bauxite dans le monde pour en devenir le 2e et bientôt le 1er producteur. Donc, nous sommes sur la carte du monde. Le prix de la bauxite est décidé à partir de la Guinée. Pas par les Guinéens certainement, mais à partir de la Guinée. Quand il y a eu le changement, le 5 septembre, le lendemain, le prix de l'aluminium a doublé. Jusqu'à présent, il a à peine baissé.
Monsieur Voilà le Premier un peu ce ministre, qu'on a trouvé. le 25 décembre, vous avez présenté la feuille de route du gouvernement dont l'objectif est, je vous cite, de bâtir des institutions démocratiques, solides, légitimes et crédibles qui résisteront au temps et à la tentation des hommes dont la finalité est de garantir l'exercice et le respect des libertés fondamentales ainsi que les règles de gouvernance indispensables au développement de la Guinée. Monsieur le Premier ministre, sur quoi allez-vous vous appuyer pour atteindre cet ambitieux objectif? Je pense qu'il est important de rappeler d'abord l'histoire, un tout petit peu, même si elle est récente. Après la prise du pouvoir le 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD ont estimé que le changement devrait être un changement inclusif et participatif. Ils ont appelé toutes les couches sociales en Guinée. Ils ont écouté et ils ont proposé une charte. Cette charte a été acceptée par les Guinéens de façon enthousiaste, à ma connaissance, pour ce que j'ai vu. Oui, mais la classe politique vous dira le contraire. La classe politique ne s'est pas exprimée contre cette charte, au contraire. Bien sûr que oui, monsieur le Premier ministre. Ce que j'ai entendu Oui. sur la charte, la classe politique ne s'est pas exprimée contre la charte, à ma connaissance. Non seulement elle dit n'être pas associée et ses propositions n'ont pas aussi été prises en compte. La classe politique a été associée comme tous les autres acteurs de la société guinéenne, à ma connaissance. La classe politique a été reçue, l'ensemble des Guinéens, que ce soit la société civile, les femmes, les jeunes, les handicapés, ce que j'ai cru voir. Je n'étais pas là au départ, donc ce que j'ai cru voir, c'est que tout le monde était là et j'écoutais tous les soirs. J'écoutais les doléances, C'était au compte les des réponses. consultations Exactement. nationales Des organisées consultations par nationales. le président de la transition. Au Exactement. lendemain de sa Toutes prise les de couches pouvoir. sociopolitiques Ont été ont été Exactement. conviées, écoutées et ont Exactement. proposé des mémorandums. Exactement. Voilà. Et après, quand on les a demandé, après la publication de la charte, tous les leaders ont dit que les propositions qu'ils ont faites n'ont pas été prises en compte. Moi, pour le peu que j'ai eu comme contact avec les acteurs politiques et ceux de la société civile en général, je n'ai pas eu d'objection forte par rapport à cette charte. Absolument. D'accord. Donc, pour moi, la charte, elle a été acceptée par tous. Sur la base de cette charte, le CNRD a commencé à dérouler. La première des choses, c'était mettre en place un gouvernement. J'ai été nommé, et j'en remercie le CNRD et le président de la transition, et nous avons formé le gouvernement. Ce qui avait été demandé, c'est un gouvernement civil. Le gouvernement civil a été installé. Nous avons commencé à travailler d'abord sur l'état des lieux. Je vous ai décrit un tout petit peu cet état des lieux. Ouais. Nous avons rapidement compris qu'il fallait que nous nous retirions et que nous travaillions sur un cadre stratégique global. C'est ce que nous avons fait. Quand nous sommes partis, certains ont été étonnés que nous étions en tenue militaire, mais sachez une chose, c'est qu'on voulait simplement être dans des conditions qui nous permettraient de nous traiter d'égal en égal, en oubliant complètement nos compétences spécifiques, nos origines, et se concentrer sur une seule chose, l'unité et une vue vers la même direction, conformément à la vision qui nous avait été présentée. Nous y sommes allés, nous avons produit ce cadre logique et la feuille de route n'est que le résultat de ce cadre logique. Donc c'est un produit qui vient de l'ensemble du gouvernement. Et nous avons travaillé comme à l'école, croyez-moi, nuit et jour, pendant pratiquement 3 jours. Nous sommes revenus avec ce cadre donc, qui a permis la rédaction de la feuille de route. La feuille de route, comme vous l'avez vu, je vais vous décrire un peu l'approche parce que c'est important. La feuille de route est construite sur 3 grands piliers et 5 axes. Les 3 grands piliers, c'est quoi? C'est d'abord, permettez-moi d'appeler le premier pilier qui est probablement le plus important, à mon avis, c'est le pilier politique. Donc, c'est toute la question d'une nouvelle constitution et toute la question des élections, des organes qui vont accompagner les élections. Autrement dit, c'est la conception de la Guinée que nous voulons pour les Guinéens. Mettre en place ce cadre, c'est le CNT, donc mettre en place un cadre
où les Guinéens peuvent se parler et définir la Guinée que nous voulons pour nous-mêmes. Donc, dans le cadre du CNT, la présence de toutes les parties, de toute la représentativité de la Guinée. Donc, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, qui est nécessaire pour que le premier pilier réussisse et qu'on ait une Guinée refondée au bout, c'est un pilier que j'ai appelé plus un pilier administratif et opérationnel. C'est avant tout la justice. On peut avoir toutes les institutions politiques que nous voulons, si nous n'avons pas une justice refondée, et cela ne se fera pas au CNT, ça doit se faire dès maintenant, et d'ailleurs c'est un travail qui a commencé tout de suite. Nous n'aurons jamais une refondation sans justice. Et donc l'idée, c'était de travailler sur la justice. Le deuxième, c'est l'administration publique. Sans une bonne administration publique, nous ne pouvons pas compléter notre refondation. Le troisième, c'était la gestion économique. Et enfin, c'était le minimum d'infrastructures pour que ce pays fonctionne. Si nous n'avons pas notre national 1, les élections seront difficiles à faire. Vous le savez bien. Vous placez les droits de l'homme? Et les droits de l'homme, c'est dans la justice. La justice, quand la justice est en place, on peut aller se plaindre. Parce qu'il y a un lieu où on peut se plaindre en étant sûr qu'on sera écouté. Monsieur le Premier ministre, moi j'ai envie de vous ramener un peu en arrière. Lorsque vous avez fait le constat, le diagnostic qui s'est imposé à vous, forcément vous avez enclenché des actions. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que le gouvernement a fait et qu'est-ce qu'il est en train de faire pour redorer un peu le blason? Nous avons enclenché les actions dans le cadre du programme que je vous ai présenté tout à l'heure, les 3 piliers. Le 3e pilier, on n'en a pas terminé. J'allais vous dire, c'est qu'il faut que le pays fonctionne tous les jours. On ne peut pas dire, nous allons attendre que tout ça change et ensuite nous allons faire marcher le pays. Il faut continuer à fournir les services d'éducation, les services de santé, etc., etc. Donc ça, c'était pour compléter les 3 piliers. Si vous voulez, après, nous reviendrons. Je vais aller dans les axes comme ça. Nous avons une certaine logique. On comprendra mieux. On comprendra mieux. Voilà. Le premier axe, donc, c'est celui dont vous allez parler tout à l'heure, c'est la rectification institutionnelle. Ça veut dire quoi? Doter ce pays d'institutions crédibles qui permettent une démocratie transparente. Ce sont les élections dont nous avons parlé, c'est le CNT essentiellement, et c'est les outils et les organisations en place pour accompagner les élections, c'est le recensement, etc., etc. Le deuxième axe, c'est celui de la gestion financière de ce pays, autrement dit, la gestion macroéconomique et la gestion financière. Être au pouvoir, c'est avoir la responsabilité de gérer les ressources financières du pays. Permettez-moi de dire très simplement l'argent du pays, les richesses du pays, parce que ce sont les richesses des Guinéens. Ce ne sont pas les richesses des ministres, ce sont les richesses des Guinéens. Et ces richesses-là, il faut les gérer dans la transparence, il faut les gérer de façon efficiente pour qu'un franc guinéen serve le plus que possible. Et donc, il faut mettre en place tous ces outils de gestion, de transparence, et aussi, il faut mettre en place les moyens pour ramener les ressources du pays là où elles doivent être. Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, le tuyau qui conduit les ressources de la fiscalité vers le trésor, ces tuyaux sont percés de tous les côtés. Ça sort de tous les côtés. Donc, il faut les boucher et dans certains cas, il faut les remplacer complètement. Et quelquefois, il faut changer la direction où le tuyau aboutit. C'est-à-dire que ça part dans les caisses de l'État, mais pas ailleurs. Donc, il y a tout ce travail à faire et faire en sorte que l'argent soit utilisé de façon utile et rationnelle. Les marchés publics, la transparence et surtout la lutte contre la corruption. Le troisième pilier, c'est le pilier de la gouvernance et de la justice. Nous avons voulu 3 choses.
La première, c'est réorganiser la justice. Mais la justice, pour qu'elle soit réorganisée, il y a un élément essentiel sur lequel il faut travailler, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez suivi, c'est ce qui a été fait. Une réorganisation et ensuite le choix d'hommes auxquels le CNRD et le gouvernement croient, ils sont en place. Le deuxième pilier, c'est faire en sorte que la justice nous aide à lutter réellement contre la corruption. Autrement dit, moraliser la société. Nous avons créé la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le troisième, c'est un élément de la justice pour contribuer un peu à la cohésion nationale. À une blessure, c'est celle du 28 septembre. C'est de faire en sorte assez vite que le jugement du 28 septembre soit en place. Le quatrième pilier, c'est celui du social et de l'employabilité. La première des choses, c'est commencer à réconcilier les Guinéens, nous amener à penser aux uns et aux autres de façon différente, pas sur une base ethnique, pas sur une base régionale, pas sur une base de j'ai de l'argent, l'autre n'en a pas, mais savoir que nous sommes tous du pays du rouge, jaune, vert. Nous sommes tous du pays du travail, justice, solidarité. Cela veut dire quoi? Il faut faire un travail aussi sur l'éducation civique. Oui. Très important. Et enfin, l'employabilité, comme vous le savez, nous sortons 350 000 jeunes chaque année avec des diplômes qui ne correspondent pas aux besoins du marché. Il faut les former. Ouais. Il faut repenser l'éducation et il faut donner l'accent à l'enseignement technique, l'enseignement professionnel. Et c'est pour ça que nous travaillons énormément pour une éducation par alternance. Vous allez à l'école et après vous allez travailler. Et ensuite, après avoir un peu travaillé, vous revenez à l'école. C'est comme ça qu'on apprend à travailler. C'est comme ça que d'autres ont fait pour se développer assez rapidement. Former selon les besoins du marché de l'emploi. Absolument, absolument. Et le dernier axe, c'est celui des infrastructures. Regardez le pays. Nous avons commencé les chantiers de Conakry depuis combien d'années? La réfection de Conakry. La route nationale, qui est la dorsale. Aujourd'hui, ça coûte plus cher de transporter une tonne de marchandises de Conakry à Kindia que du port de Rotterdam à Conakry. Pourquoi? L'état des routes. L'état des routes. On n'a même pas de route. Vous parlez d'état, c'est quand il y a une route. Quand j'avais 6 ans, on m'amenait passer la journée à Kindia. On allait le matin, 1h30 de route, et on revenait le soir. Aujourd'hui, il faut 8 heures. Ouais. Donc vous comprenez bien le recul. Donc, nous avons tout de suite pris action. Je n'ai même pas attendu que le gouvernement soit en place. J'ai essayé de relancer le travail sur la reconstruction de ces routes. Vous avez vu le changement. Nous poussons, nous travaillons. Dieu merci, les sociétés collaborent. Elles ont compris que ce n'est plus le même gouvernement, que ce ne sont pas les mêmes approches. Et vous êtes témoins. Amenez vos caméras, vous allez voir. Dans quelques jours, je vais y aller moi-même encore, sur le terrain lui-même, pour voir. Vous savez que je ne suis pas sorti beaucoup, parce qu'il fallait préparer. Il fallait préparer le gouvernement, il fallait se structurer, il fallait s'organiser, il fallait se planifier, il fallait produire la feuille de route, il fallait produire un budget de vérité. Nous l'avons fait et le 31 décembre, nous l'avons présenté au président de la transition qui a signé l'ordonnance. Aujourd'hui, nous sommes prêts. On va déjà parler des réactions par rapport à la présentation de la feuille de route. Ça a suscité beaucoup de commentaires au sein de la classe politique et au niveau de certains acteurs sociaux. Nous avons recueilli certaines réactions que nous vous invitons à suivre avant de poursuivre cette grande interview. Moi, j'ai une vision très positive de tout ça.
Je pense que c'est un bon programme. Maintenant, en tant qu'homme politique, la classe politique a soulevé un problème de fond de la durée de la transition. Mais comme le président du CNRD l'a dit, ce sera discuté dans le cadre du CNT. Je pense que ce sera l'une des premières activités parce qu'il faut doter tout ça d'un calendrier des différentes mesures, évidemment. Et vous savez que les choses ne sont pas automatiques. Lorsqu'on parle des choses aussi importantes que le fichier électoral, l'organisme qui va faire les élections, etc., ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut être réaliste dans le calendrier qui va être établi non seulement par le CNT, mais aussi par l'ensemble des acteurs politiques. Je pense que c'est une bonne démarche parce qu'au moins on sait que durant cette période transitoire, nous allons avoir une nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum. Nous allons avoir un nouveau fichier électoral et nous savons qu'une élection locale va commencer et ça va se terminer par les élections présidentielles. Il y a peut-être des choses sur lesquelles, à notre niveau, nous devons mettre de l'accent parce qu'au niveau du CNRD et du gouvernement, il y a déjà des actions qui ont commencé à être prises, notamment la mise en place de la Cour qui devait réprimander, n'est-ce pas, des infractions économiques et financières. Parce que tant aussi longtemps qu'on n'assainit pas, n'est-ce pas, on ne moralise pas la vie publique dans notre pays, eh bien, on retombe dans les mêmes choses. En ce qui nous concerne, il faut que ceux qui sont à la tâche de conduire cette période transitoire, il y a un gouvernement et les autres institutions qui seront installées, faisons beaucoup plus de place. Le temps viendra où nous qui sommes des partis politiques, qui devons compétir, n'est-ce pas, pour avoir l'électorat, eh bien, un moment va arriver, on ne parlera que de nous. Pour moi, le contenu de la feuille de route est totalement contradictoire avec la transition proprement dite. Nous aurions souhaité que le Premier ministre accepte de rencontrer les partis politiques ou les forces vives de la nation et essayer de mettre un cadre de dialogue en place. C'est ce que nous réclamons depuis la prise de ce pouvoir. Malheureusement, ce cadre de dialogue ne vient pas. Et nous croyons que ce que le colonel Doumbouya disait au début, qu'on va gérer ce pays ensemble, et nous avons cru en cela et nous constatons que ce n'est pas le cas. Parce que nous sommes exclus, nous ne sommes pas consultés. Et en plus, vous voyez les grands axes, ils parlent des problèmes macroéconomiques, financiers et tant d'autres. Écoutez, il faudrait savoir d'abord, je pense que le Premier ministre doit s'interroger, c'est quoi une transition? Une transition, c'est comme un pont. On ne vient pas pour traîner sur un pont. Et voyez, disons, cette feuille de route, on dirait un plan quinquennal. C'est pour plusieurs années, mais ils ne sont pas là pour plusieurs années. Personnellement, j'ai accueilli favorablement cette feuille de route. Je dirais même qu'elle est venue à point nommé. C'est-à-dire, je pense qu'on aurait dû commencer par là, dès l'installation du nouveau gouvernement. Donc c'est une très bonne chose que cette feuille de route a été déclinée. Mais à l'analyse de celle-ci, de cette dernière, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de manques, beaucoup de non-dits et beaucoup d'incohérences. Incohérences dans le sens que la feuille de route ne correspond pas à l'objectif de la transition. Je pense que ces feuilles de route devaient plutôt se limiter strictement aux actions conduisant au retour de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire la rectification institutionnelle. Oui, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'on aurait pu derrière indiquer quelles sont les étapes ou les actions à mener pour qu'il y ait une vraie cohérence entre les acteurs politiques et le gouvernement de transition. Alors, nous venons de suivre la réaction de certains acteurs politiques. Monsieur le Premier ministre, sur le plan politique, justement, les acteurs politiques accusent le CNRD et le gouvernement de vouloir confisquer le pouvoir en retardant la mise en place du CNT. Que répondez-vous à ces propos? Madame, j'ai envie de dire, retournons à la charte. Qu'est-ce que la charte dit? La charte a proposé un CNT qui a été accepté. Et le CNT a une liste des différentes composantes de la société de la Guinée avec un nombre de représentants. Dans l'esprit du rassemblement, dans l'esprit de l'unité, le CNRD a fait confiance aux Guinéens en se disant qu'ils allaient commencer par s'unir dans leur groupe d'abord.
et qu'ils étaient capables de venir avec un nombre de représentants tel que défini dans la charte et qu'ils allaient venir après une concertation entre eux, nous ramener le nombre qu'il faut. Ça n'a pas marché dans la plupart des cas. Aujourd'hui, vous avez bien suivi le discours du président de la République quand il a adressé ses vœux à la classe politique, à la société civile et aux anciens de ce pays. Il les a encouragés, exhortés, je dirais, à faire vite, à s'entendre, à se parler et choisir le nombre qu'il faut pour les présenter au CNT. Alors, les 5 axes prioritaires qui sont dans la feuille de route, pour leur matérialisation, il faut une unité au sommet de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, le courant passe convenablement entre vous, le Premier ministre, et le président de la transition, sans langue de bois, Monsieur le Premier ministre? Je ne sais pas exactement sur quelle base vous posez la question de l'unité. Je pense que vous nous voyez tous les jours fonctionner. Vous voyez très bien. Ici, Monsieur le Premier ministre. Non, vous voyez très bien. La presse a parlé, les gens ont parlé. Nous travaillons. Croyez-moi, nous travaillons. Main dans la main. Plus que main dans la main. L'important, c'est que nous avançons et nous travaillons. Il y a une confiance totale et il y a la sérénité et le pays avance. Croyez-moi, c'est le plus important. Et ce que moi je vais vous demander, aidez-nous à renforcer cette unité-là. Nous en avons besoin. Vous, les journalistes, vous avez un rôle important à jouer. Tous les matins, j'écoute. C'est le seul moment où j'ai vraiment la chance de pouvoir écouter, quelquefois le week-end. Et mon appel aux journalistes, c'est que vous avez un rôle à jouer. Aidez-nous à construire, à avancer. C'est vous qui pouvez contribuer de façon significative à cette éducation civique-là, pour que demain, la Guinée pense de façon unifiée, même s'il y a une perception de division, recousée. Merci, Monsieur le Premier ministre. Chers confrères, merci à vous. Le temps pour nous de renouveler ce plateau et d'inviter les autres journalistes à nous rejoindre pour ce débat qui continue. Monsieur le Premier ministre, de nouveaux confrères nous rejoignent sur ce plateau. Thierno Souleymane Diallo est du site d'information générale Guinée News. Jacques Lewa Leno est le directeur général de Espace TV. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Makali. Bonjour, Makali. Oui. En face de vous, le Premier ministre, et moi, je vais enchaîner directement avec la CEDEAO qui a sanctionné le Mali, Monsieur le Premier ministre. Que fait la Guinée pour éviter de connaître le même sort? Les situations sont différentes, les contextes sont différents. Si vous avez remarqué, en Guinée, dès le premier jour, dès le premier communiqué, le président de la transition a présenté sa vision. Et un processus a été mis en place, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'était d'écouter les Guinéens dans toute la diversité des composantes de sa société. Les Guinéens ont été écoutés, une charte a été promulguée. La charte, c'est notre constitution. Ouais. Elle définit la démarche de la transition. Et nous sommes sur cette démarche-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sommes fiers d'être membres de la CEDEAO. Nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Nous tenons à notre institution de façon très jalouse. Et c'est pour ça que nous n'avons jamais cessé de maintenir le dialogue avec la CEDEAO. Ce dialogue est présent, il est continu. Nous travaillons, nous aurons bientôt notre CNT et nous allons continuer à dérouler notre programme conformément à notre charte, dans le dialogue avec les Guinéens à l'intérieur, mais aussi avec tous nos partenaires et tout particulièrement, j'insiste là-dessus, la CEDEAO. Vous avez des questions? Lorsque quand même le CNRD refuse de se plier aux injonctions de la CEDEAO, est-ce que c'est comme nous l'avons entendu parce que tout simplement la Guinée n'a pas été associée à la décision ou parce que vous dénoncez ces sanctions comme nous l'entendons depuis un certain moment dans certains discours politiques en Afrique?
De quelle injonction parlez-vous? Fermeture des frontières avec le Mali, mais également les sanctions économiques avec l'UMOA. Quelle est la position de la Guinée par rapport à ces sanctions? Je m'excuse, M. Lénou, la Guinée n'est pas membre de l'UMOA. Mais de la CEDEAO pour les frontières. Exactement, la Guinée est membre de la CEDEAO. À situation spéciale, réponse spéciale. La Guinée et le Mali ont une histoire commune, même si ces deux pays ont aussi une histoire différente. Ils ont quand même une histoire commune, c'est un même peuple. Notre geste est un geste, permettez-moi de le dire pratiquement, c'est un geste fraternel et humanitaire. Monsieur le Premier ministre, pour rentrer dans le dossier justice, la ministre de la Justice a été limogée et remplacée. Quelle a été votre partition en tant que chef du gouvernement? Mais vous savez, le 5 septembre, l'ancien gouvernement est parti. Moi, j'ai été appelé. Je ne connaissais pas le colonel. On lui a dit qu'il y avait un certain Mohamed Biavogui, probablement, qui remplissait les conditions qui étaient édictées dans la charte, et il m'a choisi. Il m'a appelé, on s'est parlé, il m'a fait confiance, il m'a choisi. Tous les membres du gouvernement ont été choisis de la même manière. Demain, le Premier ministre peut partir, n'importe quel membre du gouvernement peut partir, mais la vie du pays va continuer. Malheureusement, c'est comme ça. Les ministres arrivent et ils partent. Prenez-le comme ça. Oui, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Vous évoquiez tantôt le procès du 28 septembre. Il y a aussi la réconciliation nationale. À quel moment ces processus seront-ils engagés au nom de la justice et du renforcement de la cohésion nationale? Et d'ailleurs, pourquoi pas un ministère dédié à ces questions dans votre gouvernement? Bon, d'abord, si vous regardez les études qui ont été faites jusqu'à présent et les rapports, partout on a mis des ministères de la réconciliation, ils n'ont jamais été très efficaces. Donc, nous avons bien réfléchi sur la question au moment où nous étions en train de concevoir la structure du gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne le processus lui-même, vous vous souviendrez qu'il y avait un mécanisme en place qui était dirigé par l'archevêque et l'imam. C'était le comité provisoire de réflexion sur la réconciliation. Alors, ce comité avait produit un rapport qui a été apprécié tant par les Guinéens que par nos partenaires internationaux. À mon arrivée, la paire, donc archevêque-imam, est venue me présenter le rapport en me disant on n'a pas eu la chance de le présenter avec le gouvernement passé. Quand nous avons terminé notre travail, le lendemain, on est venu arracher le toit de notre bâtiment. Et nous sommes sentis obligés de quitter. C'est le seul remerciement qu'on nous a donné. Évidemment, je les ai reçus avec respect. J'ai lu le rapport et j'ai consulté aussi le président de la transition. Donc, nous avons demandé de finaliser le rapport qui sera mis à la disposition du nouveau processus que nous avons lancé, parce que c'est un des piliers, justement, de la charte et aussi de la feuille de route, pour que nous puissions permettre aux Guinéens de se parler. Il est important que les Guinéens puissent se parler et se pardonner. C'est très difficile de se pardonner sans se parler. C'est ainsi que le président a proposé les assises. Le travail que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est faire en sorte que ces assises profitent du travail qui a été fait, qui sera complété par la période qui n'a pas été couverte jusqu'en 2021. Et c'est l'ensemble de ce travail-là qui nous permettra de nous parler, d'organiser les rencontres, les réflexions et d'avancer. Il faut que nous nous parlions pour que nous puissions absorber la douleur et oublier. Vous parlez donc de ce rassemblement, donc de pouvoir se parler. Une question pour vous amener à clarifier, n'est-ce pas, une position qui a été perçue dans l'opinion. Le 18 octobre, vous avez été aux côtés de l'association des victimes du Kambouaro. Le 9 janvier, c'était le centenaire de Sékou Touré. J'ai ouï dire que vous étiez invité, vous n'étiez pas là.
quel message avez-vous voulu envoyer à cette occasion? Encore la division, hein. C'est ça. Je n'ai voulu passer. Oui, mais je n'ai passé. Vous avez l'occasion de clarifier. Attendez-moi. De réconciliation. Attendez. Moi, je trouve que ça, c'est des questions qui divisent. Regardez. Là où le CNRD me dit d'aller, j'y vais. Et regardez très bien que le CNRD ne m'envoie pas là où il faut aller faire de la politique. Le CNRD m'envoie là où il juge que c'est nécessaire et que ça contribue à l'avancée du pays. La réponse finale, c'est que je vais là où le CNRD m'envoie. La décision de rebaptisation de l'aéroport de Conakry, dans l'opinion, on a vu comme une sorte de tempête soulevée à l'occasion, notamment au niveau de la primature et puis la présidence de la transition. Qu'est-ce qui s'est passé et surtout, comment comptez-vous réussir à réunir les Guinéens sur là où les lectures de leur histoire, comme il est question de se retrouver et se parler en vue d'aller dans la même direction? Encore une fois, je dirais, aidez-nous à travailler pour l'unité. La tempête, vous l'avez entendu de qui? La tempête de la primature, la tempête de la présidence. Travaillons dans le sens de l'unité. Il n'y a pas de tempête. La vision du président, c'est le rassemblement, c'est l'unité. C'est vrai, le moment viendra de parler. Le moment viendra de se réconcilier. Le processus de réconciliation, même en vous entendant, je suis convaincu que ce processus de réconciliation est encore plus nécessaire que jamais. Parlant de la réconciliation, justement, on va enchaîner, Monsieur le Premier ministre. L'homme de la rue a réagi et a donné sa propre lecture liée à la question de la réconciliation. Je vous propose de suivre cet élément avant de continuer. Si nous voulons que la Guinée avance, il ne peut pas avoir avancement si toutefois il n'y a pas d'entente entre nous. Il faut qu'on se donne la main. Nous sommes de même mère, de même père. Nous sommes de même famille. Nous voulons la réconciliation et on le sollicite, on est derrière lui. Moi je suis Peul, je suis Malinké, je suis forestier, je suis tout parce que je suis un Guinéen. La Guinée ke wala womboroma wonga sinyo ya gere wonga womaya wombembe goroma elankina la Guinée borima wonga won sonda yukuimaka wonga wonyani gere figa womboro be la Guinée est une famille. Mido fa la hunde wotere la Guinée lo kam moƴƴani lendi kam moƴƴani Guinée mido fa la Guinée fotta wona hunde wotere joni ndiren juuɗe wallidiren itte rasisiagal hakkunde men itte innugol o ko pullo o ko soso o ko kisi o ko berse woni hunde wotere woni nene goto baba goto fiyo leydi men ndi yaaru yeeso ene kadi hettoɗen heɓen no heɓiren golle heɓen no leydi men ndi yaara yeeso no fotiren heɓen pottal e poolal e nder leydi men anye baro anye bolo di nyomma wole ande no fanan benar amma mare no menu e bunyala menu e nala wol di baro autorité la ali I bolo la nyonkan ali e fereke ali e la Guinée ka denu bolo di nyonka anu enfant ka ya lulidi. À l'heure actuellement, la Guinée déjà même réconciliation est bénie puisque aujourd'hui avant que ça là on voyait que même affaire de 1000 francs en train de se tirer entre les ethnies, mais maintenant là moi je peux dire que tous les Guinéens maintenant se sont réconciliés. Puisque aujourd'hui, vous allez voir même partout là où on part, vous allez voir tous les ethnies sont assis ensemble. Vous partez même aux plages, tout le monde sont assis ensemble, tout le monde sont d'accord et tout le monde sont contents. Même s'il n'y a rien, quand même, les Guinéens ont de l'espoir. Retour sur ce plateau, vous l'avez compris, nous remercions Thierno Souleymane Diallo de Guinée News et Jacques Lewa Leno de
Espace FM. Nous sommes à présent avec Mfali Guilavogui, qui est le directeur général adjoint de Évasion, et Talibé Bari, qui est le directeur de l'information de la radio FIM FM. Alors, chers confrères, nous étions sur un élément qu'on a visionné ensemble avec le Premier ministre sur la question de la réconciliation nationale, l'homme de la rue qui a réagi. Moi, je m'en vais poser une autre question. Du budget 2022, dit budget de la vérité, vous avez désormais en main, Monsieur le Premier ministre, toutes les cartes pour dérouler le programme gouvernemental. Sur quel volet les arbitrages ont été difficiles? Les arbitrages, enfin, le principal arbitrage, c'est de répondre aux priorités de la Guinée sans argent, avec peu de ressources. Il n'y a pas d'argent. Ouais. Je vous expliquais tout à l'heure la situation, c'est extrêmement difficile. Mais nous avons travaillé. Nous avons quand même projeté des recettes sur l'année 2022 du niveau de 26 000 milliards. Okay? Donc, avec des dépenses projetées pour 30 000 milliards, ce qui fait à peu près un déficit de 4 000 milliards que nous comptons boucher sur la base d'émissions de bons de trésor et d'obligations. Ce qui représente seulement 3%, c'est important de le dire quand même, oui. Hein, du budget. Aujourd'hui, dans les conditions du Covid, il n'y a pratiquement pas de pays qui respecte ces 3%. Mais nous voulons respecter la déontologie du travail, la déontologie de la gestion financière le mieux que possible. Et c'est pour ça que nous nous sommes mis ces objectifs qui sont des objectifs difficiles. Chers confrères, je ne sais pas si... Oui, sur la question du budget, vous avez un gap de 4 000 milliards à combler dans un contexte où les financements extérieurs vont pratiquement cesser en raison de la période exceptionnelle. Et comment allez-vous vous y mettre pour combler ce gap dans un contexte de Covid et certains estiment que l'activité économique est en baisse et que le gouvernement aura du mal à mobiliser les recettes intérieures? Bon, nous voulons avoir un regard un peu plus optimiste, mais un optimisme raisonnable. C'est pour ça que nous parlons d'un budget de vérité. La première des choses, au niveau des recettes, vous devez savoir que nous avons accéléré la modernisation du système de collecte des recettes fiscales. Nous allons travailler aussi sur l'élargissement sans pression de l'assiette fiscale. Vous savez, vous, moi, elle, personne ne paye aujourd'hui son impôt foncier. Depuis 3 ans, le mécanisme de paiement des impôts fonciers a été transféré à la présidence de la République. Personne plus ne paye son impôt. Plusieurs Guinéens essaient de payer leur impôt foncier, qui ne coûte rien, 50 000, 20 000, 30 000 ici et là, mais mis ensemble, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui va servir à l'éducation, à la santé. Donc nous allons remettre ces choses-là en place, petit à petit. Nous allons aussi regarder vraiment sans toucher les contrats que nous avons avec nos partenaires, qu'ils soient de l'industrie, de les mines ou quoi que ce soit. Nous voulons tout simplement qu'on nous paye ce qu'on nous doit. C'est simple. Nous avons constaté qu'il y a un gap. Nous pensons que si on nous paye ce qu'on nous doit, la situation sera différente. Sans toucher aucun contrat, nous avons pris des engagements. Le président de la transition, le CNRD, ont pris un engagement. Nous ne toucherons à aucun contrat, à aucune convention, nous respecterons nos engagements internationaux. Mais ce qui a été signé et cacheté va être respecté. Et nous pensons qu'avec ça, on pourra faire un peu mieux. Aussi, il faut le dire, quand même, les projections, et j'espère que le bon Dieu va nous entendre, c'est que nous sommes vers la sortie du Covid. Nous sommes vers la sortie du Covid avec l'impact du Omicron. Vous avez étudié toutes les analyses, vous avez entendu toutes les analyses scientifiques qui se font à travers le monde. Nous espérons que ça va aller mieux. Mais c'est clair que ça ne sera pas facile. Maintenant, il faut regarder aussi la structure de l'économie guinéenne. L'économie guinéenne, c'est quoi? C'est les mines, puis c'est l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est pour tout le monde, chaque jour. Après, le reste, c'est le commerce et les services. Donc, en regardant ces différents secteurs, et en les évaluant proprement, vous verrez qu'il est bien possible d'avoir ces recettes de 26 milliards si nous travaillons correctement. Oui, Monsieur le Premier ministre, l'une des mesures fortes prises par le CNRD et le gouvernement,
c'est le gel des comptes, une mesure qui a d'ailleurs provoqué des supputations et des extrapolations au sein de l'opinion. Expliquez-nous sur ce plateau qu'est-ce qui a motivé cette mesure et à quand le dégel des comptes. Mais écoutez, vous vous souvenez que dès la prise du pouvoir, le colonel voulait préserver les ressources financières de la Guinée. Donc la première des choses à faire, c'était de geler les comptes, ce qui a été fait. Et a même été entériné après par un communiqué, je crois que c'est le communiqué numéro 12 du CNRD. Quand je suis arrivé, le président m'a demandé de regarder. Et je vais vous dire qu'en début octobre, oui, j'ai été nommé en octobre, le 6 octobre, en début octobre, j'expliquais tout à l'heure à vos collègues, à la sortie du trésor, donc à la porte, avant juste d'appuyer le bouton ou de dégeler les comptes, il y avait accumulé 3 000 milliards. C'est-à-dire 300 millions de dollars pour parler à peu près, ou d'euros, à la porte. Nous avons tiré certains de ces engagements. À l'intérieur, il y avait des engagements qui avaient été créés après le 5 septembre. Pour faire quoi? Et c'est des engagements énormes. Il y avait des contrats créés et antidatés pour certains. Et ensuite, même les contrats qui étaient là, ou les engagements qui étaient là, ils représentaient le triple de la valeur des services ou des biens qui étaient demandés. Vous voyez que ce n'était pas payable. Il fallait trier. Mais qui va trier? L'ancienne administration était en place, les structures ne sont pas là. Nous avons dit, nous attendons le nouveau gouvernement. Le gouvernement a été formé, ça a pris du temps, et petit à petit, il faut donner aux gens le temps de comprendre ce qu'il faut faire. La décision du dégel est prise. Le dégel, d'abord, une grande partie des entreprises, particulièrement les sociétés anonymes, sont déjà dégelées, ont déjà leur compte dégelé. Le dégel sera progressif. Nous allons regarder au cas par cas, parce que notre objectif, c'est de préserver les ressources de l'État. Là, je parle des ressources de l'État et des sociétés anonymes liées à l'État. En ce qui concerne les privés, c'est au cas par cas. Vous avez bien vu, il y a plusieurs personnes qui ont leur compte dégelé. Croyez-moi, vous avez vu, vous êtes Guinéen. Des gens sont arrivés avec rien. Aujourd'hui, ils construisent des dizaines d'immeubles en Guinée. Ils achètent des appartements partout dans le monde. Il y a quand même des comptes à rendre. Justement, par rapport à certains de ces comptes qui ont été gelés, au regard des besoins en termes de ressources financières, même si la CRIEF est mise en place, certains estiment qu'il faut aller plutôt prendre cet argent sur ces comptes de particuliers, sur ces comptes de hauts cadres de l'État, qui, pour certains, ont des milliards et des milliards dans ces comptes pour donc financer le besoin en argent du gouvernement dans le cadre du budget 2022. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, le problème majeur qu'on a dans ce pays, c'est que depuis l'indépendance, on a pratiquement réglé les problèmes de l'injustice par l'injustice. Vous êtes en train de me demander, ou de demander au gouvernement, d'aller prendre l'argent de particuliers sans passer par une procédure légale et utiliser cet argent-là pour l'État. C'est louable, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas transparent. Il y a des acteurs politiques qui pensent que c'est la meilleure solution. Ben, c'est pour ça qu'ils me font peur. Vous avez vu que le CNRD est arrivé. Il aurait pu arrêter tout le monde et les mettre en prison. Donc ce n'est pas une option à envisager? L'option envisagée, c'est la justice. Okay. Ce sont les enquêtes. C'est la transparence. Toute personne est présumée innocente jusqu'à prouver contraire. En attendant, ils sont innocents. Il y a un doute, il y a des enquêtes. Quand les inculpations seront faites, si l'argent appartient à la Guinée, il sera récupéré, il sera mis dans les caisses de la Guinée. En attendant, il n'y a pas de brutalité et il n'y a pas d'injustice. Il faut suivre la voie de la justice. Il faut qu'on apprenne en Guinée à travailler dans la justice. Vous voyez, chez nous, quand quelqu'un vous doit de l'argent, vous allez chercher un policier et vous lui dites « Aidez-moi, il me doit de l'argent ». Ce n'est pas juste. Vous devez aller vous plaindre qu'il y ait un PV
la personne soit convoquée et qu'il soit prouvé coupable. Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas toucher cet argent, M. Talibé, je suis désolé. Monsieur le Premier ministre, la vie est devenue chère. Il n'y a pas d'argent, vous l'avez dit tantôt. Vous l'avez d'ailleurs dit tout au long de cette émission. Il n'y a pas d'argent, la vie est devenue chère, mais les Guinéens, les citoyens ne comprennent pas que le carburant ait été subventionné alors que la farine, cela n'a pas été le cas pour la farine. Il y en a même qui pensent que vous êtes de connivence avec l'opérateur économique Sonoco. C'est deux produits complètement différents d'abord. C'est la première des choses. Les connivences, les gens peuvent en parler, vous n'y pouvez rien. Ça, c'est la Guinée. En ce qui concerne la farine, je vais vous expliquer. Depuis un an, vous pouvez regarder les statistiques, le prix du blé a augmenté. Il y a deux opérateurs ici, il n'y a pas un seul. Il y en a deux, très importants, qui importent le blé et qui le transforment en farine et qui le vendent. Mais rappelez-vous que le pain, ce n'est pas seulement la farine, c'est aussi le distributeur, celui qui achète la farine au producteur et qui l'amène sur le terrain. C'est aussi le boulanger lui-même, qui lui a plusieurs composantes chimiques ajoutées à la farine, mais aussi le bois, en tout cas le moyen énergétique pour produire le pain. Toutes ces personnes ont été réunies par le ministre du Commerce et de l'Industrie de façon transparente. Ils ont travaillé. Ils sont arrivés à une conclusion comme quoi ce n'était plus possible. Il y avait deux solutions. Ceux qui importent à perte. Personne ne fera du business pour perdre de l'argent. Ouais. Arrêtez, donc il n'y a plus de pain. Et je voudrais que vous vous souveniez qu'à la même époque, il y avait une grève au Sénégal. Pendant 4 jours, il n'y a pas eu de production de pain. Il y avait une grève en Côte d'Ivoire. Il y avait une grève au Bénin. C'était partout la situation. Le gouvernement, ce qu'il voulait éviter, c'est qu'il y ait une rupture. Parce que le pain est l'un des produits les plus mangés dans ce pays. Donc ces entités, c'est facile à vérifier, les producteurs, les importateurs, les producteurs de pain, les boulangers, les intermédiaires, les meuniers, l'administration publique, donc les finances, le budget, parce que c'est à lui de subventionner, se sont assis et ils sont arrivés à un coût où chacun faisait un certain compromis. Le prix que vous avez, c'est le prix qui est sorti de cette concertation. Le gouvernement n'a rien eu à voir à part faciliter le dialogue. Pourquoi on a voulu faciliter? C'est parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une rupture. Parce que c'était ça, la finalité. Voilà. On est pris par le temps sur la question de la Covid avant de terminer, puisqu'on ne veut pas tenir ce plateau sans parler de cette pandémie qui a quand même tout bouleversé. Mfali Talibé, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Oui, l'humanité est bouleversée, vous l'avez tantôt dit, par cette maladie. Alors, du 5 septembre à ce jour, il y a des efforts qui ont été consentis, mais pour contrôler la maladie, dites-nous, quelle est l'artillerie sanitaire que le gouvernement a déjà déployée sur le terrain? Mais l'artillerie sanitaire principale, c'est le renforcement de l'ANSS, parce que c'est notre outil. Et si vous voulez, le corollaire de ça, c'est la vaccination. Avant tout. Si vous avez bien suivi, la vaccination a été intensifiée. Elle a été intensifiée sur l'ensemble du territoire. Des forces additionnelles ont été apportées pour accélérer la vaccination. Je crois que nous sommes autour de 45 000, 50 000 vaccinations par jour aujourd'hui. Ensuite, c'est bien sûr la prévention, c'est-à-dire le conseil, la communication, l'encouragement aux gestes barrières, etc., etc. Nous avons aujourd'hui suffisamment de vaccins et notre objectif, c'est d'atteindre justement un niveau qui permettrait de couper complètement la croissance de la pandémie. Et je crois que nous y sommes pratiquement. Vous avez écouté les rapports du conseil scientifique, le travail continue, on ne s'arrête pas, on ne baisse pas les bras, nous continuons à importer des vaccins, nos partenaires au développement surtout nous aident beaucoup et nous avons un bon stock et croyez-moi, dans la sous-région et je dirais même en Afrique, nous sommes parmi les meilleurs. Talibé, dernière question, on est pris par le temps. L'année 2022 s'annonce sous des auspices un peu d'incertitude sanitaire, économique.
Et quels sont justement vos vœux pour 2022 en direction des Guinéens? Très rapidement, monsieur le Premier ministre. Mon vœu, c'est avant tout se mettre au travail. Parce que pour nous, le gouvernement, c'est l'action. C'est l'action conformément à la feuille de route, conformément à notre cadre logique. Nous avons un plan, nous avons un budget, nous avons les hommes. Il faut maintenant se mettre au travail. Mais le travail, ce n'est pas seulement le gouvernement. Il fera son rôle. Le travail, c'est tous les Guinéens. Il faut qu'on se retrousse les manches. Il faut qu'on sache que notre pays est dans de vraies difficultés. Il faut qu'on sache que nous voulons une refondation réelle. Il faut qu'on sache qu'on a la chance d'avoir à la tête de ce pays un homme qui veut du bien pour la Guinée, qui nous a donné la chance d'avoir cette page blanche, et qu'autour, il y a une équipe qui n'est qu'au service de la Guinée, une équipe qui est là pour servir cette Guinée, pour faire en sorte que les ressources du pays servent d'abord le pays et que chacun puisse en profiter. Il faut qu'on fasse en sorte que les ressources dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sortent, que ces ressources ne partent pas chez les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont des serviteurs. Les ressources doivent aller chez le petit monsieur qui fait du gravier pour que cet immeuble soit construit. C'est ça. La difficulté aujourd'hui, c'est que ces immeubles-là sont arrêtés parce que souvent, l'argent pour les construire n'était pas licite. On va trouver les bons tuyaux pour que l'argent devienne licite et qu'il coule dans des tuyaux qui vont permettre d'arriver à l'homme le plus pauvre, à l'homme qui se trouve dans le bout de la Guinée, et qu'enfin la Guinée change dans l'unité, dans la fraternité et dans la justice. Merci, monsieur le Premier ministre. Nous sommes à la fin de cette grande interview. Nous disons merci au Premier ministre d'avoir répondu à nos questions. Nous disons merci à nos confrères et consorts qui ont animé ce plateau avec moi et mes téléspectateurs. Bonsoir et à bientôt. Merci.